1000 jeunes volontaires sur le terrain pour sensibiliser les Burkinabés sur la pandémie à coronavirus. C'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse dont le but est de renforcer la lutte contre la maladie. L'opération va coûter plus de 630 millions de francs CFA. L'ambiance de son lancement à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, l'Office national de l'eau et de l'assainissement entame son nouveau système de relevé. Il se fera désormais tous les 2 mois, selon l'information portée à la presse ce matin. À quoi répond cette innovation? La réponse vous est donnée dans ce 20h par les responsables de l'ONEA. Au ministère en charge de la fonction publique, l'actualité, c'est la reprise de l'opération de contrôle de l'authenticité des diplômes des fonctionnaires. Les équipes commises à la tâche sont à pied d'œuvre dans l'objectif d'identifier d'éventuels cas de faux diplômes. Le ministre en charge de la question leur a rendu visite ce 14 mai. Actualité dans le milieu de la communauté musulmane n'a plus qu'une dizaine de jours de jeûne pour les fidèles. La dernière décade du mois du Ramadan est une période d'une grande importance spirituelle pour les musulmans. Mais cette année, ils la passeront selon dans le contexte du Covid-19 avec des restrictions. Réaction à suivre dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que 2 structures de la coordination nationale de lutte contre le Covid-19 s'ouvrent aux médias. Il s'agit des commissions logistiques et mobilisation des ressources. Ce jeudi, elles ont présenté à la presse les activités réalisées et le point des contributions suite à l'appel à la solidarité lancé par le président du FASO, Rasmane Zoundi et M. Solange Guigma. La commission mobilisation des ressources aux finances et budget de la coordination nationale de riposte au Covid-19 se dévoile pour un souci de redevabilité. À travers exposés et sorties sur le terrain, elle a mis en lumière les activités réalisées et la situation actuelle des comptes ouverts dans le cadre de la lutte contre la pandémie. La contribution des donateurs s'élève à près d'1 milliard. Mais l'État a participé, donc subventionne de l'ordre de 2 milliards et quelques, ce qui fait 3 milliards. Il y a aussi le compte prise en charge qui permet de prendre en charge les acteurs sur le terrain. Vous avez vu encore que c'est un compte trésor et que c'est l'État qui a mis près de 600 millions dans ce compte, qui a permis en tout cas de pouvoir commencer la rétribution des acteurs sur le terrain. Il y a bien sûr le compte dédié donc aux partenaires, le compte PCAO, où il a été noté environ près de 15 milliards de francs CFA. Dès la remise du don en espèces au ministère de la Santé, une quittance est délivrée aux donateurs pour certifier le don. Quant au matériel médico-technique, après réception officielle, ils sont stockés au magasin de la CAMEG, non sans avoir vérifié la quantité et la qualité du don. Des stocks gérés par la commission logistique qui est chargée, entre autres, de l'approvisionnement des différentes structures sanitaires. Chacun dise, voilà, moi j'ai besoin de telle chose, et nous prenons les dispositions pour traiter ces requêtes. Les dotations peuvent se faire de façon temporaire normalement, parce que supposons que vous recevez 15 appareils que un partenaire a voulu mettre à votre disposition pour renforcer le plateau technique. Ces 15 appareils, vous n'allez pas vous asseoir pour dire que chacun n'a qu'à venir exprimer. C'est d'autant plus que si on a une trentaine de structures, vous êtes obligé de voir un peu en termes de priorisation où est-ce que les appareils peuvent aller de façon prioritaire. Si c'est ciblé que ça a été fait à notre niveau, nous allons faire l'entrée, bien sûr, donc au niveau donc, de nos outils de gestion et faire la sortie vers la structure bénéficiaire qui est ciblée conformément donc à nos procédures. Poursuivre la mobilisation des ressources en vue de parvenir à couvrir le coût du plan de riposte au Covid-19, estimé à 178 milliards de francs CFA, c'est l'ambition de la commission mobilisation des ressources, finances et budget.
Pour une lutte plus efficace contre la pandémie à coronavirus, 15 000 jeunes volontaires se déploient sur le terrain. Le lancement officiel de leur déploiement est intervenu ce 14 mai et c'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse. L'opération intervient à un moment où les mesures restrictives connaissent un assouplissement. Il s'agira donc pour ces jeunes de renforcer les actions de sensibilisation déjà engagées. Alidou Batsini et Ernest Akambiri. L'assouplissement des mesures restrictives instaurées par le gouvernement et la réouverture de certains lieux de commerce commandent plus d'actions de sensibilisation et de conscientisation des populations pour contenir la propagation de la maladie. Ces mots sont du ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, Salifou Kemtouré, qui lance ainsi le déploiement de 15 000 volontaires, une initiative de mobilisation populaire à l'échelle du pays. Et c'est 15 000 volontaires pour aider donc le ministère de la Santé, pour aider donc les collectivités territoriales, pour aider donc l'ensemble de la population à mieux se comporter face à cette maladie-là. Il y aura donc 1000 jeunes qui seront donc affectés au niveau donc du ministère de la Santé et des structures de concentrées de ce ministère-là. 2000 jeunes qui seront donc affectés au niveau des collectivités territoriales et les 12 000 jeunes-là seront donc repartis donc sur l'ensemble du territoire pour passer donc de village en village, de secteur en secteur, de province, de commune et tout ça pour faire donc cette sensibilisation-là. À l'échelle nationale donc, les 15 000 volontaires auront à s'investir dans des actions de sensibilisation pour un changement de comportement à travers le respect des mesures barrières justes, adaptées, voire rapprochées sur le terrain. Et pour un déploiement réussi, le ministère de la Jeunesse peut compter sur des partenaires techniques et financiers pour mobiliser les 630 millions de francs CFA nécessaires à l'opération. Comme le disait Monsieur le ministre de la Jeunesse, vaut mieux prévenir que guérir. En tant que médecin, je ne peux qu'approuver cette formule. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et si nous pouvons, grâce à la jeunesse, mobiliser les populations. Ce sont les villes qui sont au front. Et vous avez constaté également que au niveau de la ville de Ouagadougou, nous avons fait appel à ces volontaires-là pour nous donner un coup de main au niveau des différents marchés pour sensibiliser les commerçants lors de la réouverture. Parce que notre conviction est que la bataille contre le Covid se gagne en amont. C'est-à-dire que c'est par la sensibilisation et amener les populations à changer de comportement que nous allons arriver à gagner une partie de cette bataille. Aider le ministère de la Santé dans la lutte contre la maladie, plus qu'une action citoyenne, c'est un engagement communautaire pour une cause juste, celle de la riposte engagée jusqu'ici contre la menace Covid-19. Dans la même lancée, pour éviter un rebond du Covid-19 au Burkina Faso, il faut s'assurer du respect des mesures barrières au niveau des lieux stratégiques. Et font partie de ces lieux les gares routières. Ce matin, le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine a fait le tour de quelques-unes à Ouagadougou après une rencontre avec les acteurs du domaine des transports. Le point de la visite avec Adama Giti et Maxime Zongo. C'était au terme d'un protocole d'accord que les transporteurs ont été autorisés à reprendre leurs activités. Le premier responsable du ministère des Transports et de la Mobilité, qui tient absolument au respect strict des consignes, a choisi de descendre sur le terrain pour une vérification. Il était important pour moi de sortir ce matin en tant que ministre des Transports pour vérifier et observer l'observation stricte du protocole d'accord que nous avons signé de manière libre, mais aussi de manière concertée, avec un esprit de participation. La répétition étant pédagogique, Vincent Dabiligou ne s'est pas contenté de vérifier le comportement des usagers de la route. Il a encore saisi l'occasion pour rappeler et insister sur l'importance du respect des mesures barrières. J'ai vu des petits cas qui se partaient à Diabo. Je suis rentré, j'ai vu que tout le monde était masqué. J'ai vu aussi que le nom de passage était respecté. Je suis allé à d'autres sociétés comme TSR. J'ai vu la propriété de la gare. J'ai vu aussi qu'il y a lave-mains. Et je pense que je les ai encouragés. Je suis satisfait globalement de ma visite. Les transporteurs, pour leur part, qui n'entendent pas être les vecteurs de la propagation de la maladie, ont réitéré leur engagement à constituer des remparts sûrs tout en respectant scrupuleusement
les termes du protocole. Il y a les lave-mains sans masque qui ne rentrent pas dans la gare. Il y a l'appareil pour prendre la température avant de rentrer. Bon, le seul problème, c'est au niveau de la haute, là seulement, on n'a pas pu séparer les gens. La distance de 1 mètre seulement. On a demandé, il a écouté notre cri de cœur, il a accepté, signé le protocole d'accord. Donc c'est à nous de donner le bon exemple. Donc je vous assure que ça serait respecté. Concernant la polémique des prix, le ministre a dit tout de suite, le prix n'a pas changé, le prix le reste tel, le prix du taxi reste à 300 francs la course. Vincent Dabiligou, qui n'est pas venu les mains vides, a au nom du gouvernement remis du matériel utile et nécessaire à la protection au niveau des différents sites visités. Du matériel de prévention du Covid-19 au profit également de la présidence du FASO. Le geste est de Lassina Zerbo, notre compatriote de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. La valeur du don est estimée à plus de 13 millions de francs CFA. Nous suivons la remise avec Kwale Nebié et Ismaël Dilouma Sirima. Ceci est le don de Lassina Zerbo pour soutenir le Chorus dans ses opérations de lutte contre le coronavirus. Il s'agit de masques, de combinaisons de protection individuelle et de gants. Le secrétaire exécutif de la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a envoyé son don à la présidence du FASO, qui à son tour le remet aux autorités sanitaires. Je voudrais donc saisir l'opportunité que vous nous offrez pour lui exprimer notre gratitude, pour lui dire que même en étant dehors, on sait qu'il est préoccupé par ce qui touche le Burkina Faso comme les autres pays et nous lui savons gré de cet engagement, de cette disponibilité à continuer à apporter sa contribution au développement du Burkina Faso. Ce don de Lassina Zerbo est estimé à 25 900 $ US, soit plus de 13 millions de nos francs. Le représentant du ministère de la Santé salue le geste et promet que le matériel sera utilisé à bon escient. Ce communiqué avant de poursuivre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat porte à la connaissance des consommateurs, des marketeurs et des gérants des stations-service que, conformément aux décisions du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures et pour compter de la date du 16 mai 2020, les prix des produits des hydrocarbures vendus à la pompe sur le territoire national vont connaître une baisse de 30 francs CFA par litre pour le prix du Super 91, 10 francs CFA par litre pour le prix du gasoil, 10 francs CFA par litre pour le prix du pétrole. Le ministre invite les différents acteurs de la chaîne de distribution au strict respect des nouveaux prix. À cet effet, la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix, la brigade mobile du contrôle économique et de la répression des fraudes et les directions régionales en charge du commerce effectueront des opérations de contrôle inopiné et tout contrevenant à cette mesure sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Autre titre de l'actualité dans ce 20h, vous êtes un client de l'ONEA. Sachez que ce service sera désormais à vos portes chaque 2 mois. Et c'est le début du système de relevé bimestriel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Une innovation que les responsables de l'ONEA ont expliqué à la presse ce matin à Ouagadougou. Le point de la conférence de presse avec Amadou Ilboudo et Caroline Ouari. C'est une vieille habitude qui cède la place. Désormais, la nationale des eaux est au relevé bimestriel, c'est-à-dire que l'ONEA passe non plus tous les mois, mais chaque 2 mois pour le relevé des consommations. À chaque passage du releveur, le client reçoit 2 factures. Une facture sur relevé et une facture qui a été faite sur la base de ses habitudes de consommation, c'est-à-dire la consommation moyenne du client qu'on utilise pour le facturer. Et chaque facture a une date d'échéance, donc les 2 factures auront 2 dates d'échéance. En phase d'expérimentation depuis le mois de novembre 2018, le nouveau système est attendu pour faire face au nombre croissant des branchements en eau potable. Entre les années 1950 à 2010, l'ONEA avait 185 000 abonnés sur son réseau. De 2010 à 2019, nous avons réalisé 260 000 nouveaux abonnés. Donc 260 000 nouveaux branchements
Donc nous avons aujourd'hui autour de 450 000 abonnés dans notre réseau. Donc en 9 ans, on a fait un accroissement de plus de 150% de nos nombres d'abonnés. La seconde thématique de la conférence de presse est l'état de mise en œuvre des mesures sociales en matière d'eau en milieu urbain et semi-urbain au Burkina. Estimé à 6,79 milliards de francs CFA, les premiers responsables de l'ONEA disent être à 2,2 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre de la mesure, soit 35% du coût global, et d'attirer l'attention des consommateurs sur les cas de gaspillage d'eau constatés du fait de la gratuité. Actualité à l'Assemblée nationale. Ce 14 mai, les députés ont ratifié 4 conventions de prêts et de dons signées par le gouvernement et ses partenaires. Le montant de la première convention s'élève à 5,988 milliards de francs CFA. Un prêt contracté auprès de la Banque africaine de développement. À quoi servira ce prêt? La réponse dans ce compte-rendu de Urbain Benito Somé et Draman Guinée. C'est une ratification d'un accord de prêt pour moderniser le monde rural. Le financement de la Banque d'agrobusiness et l'assurance agricole vient d'être autorisé. La Banque africaine de développement met alors dans la cagnotte 5,988 milliards de francs CFA. Travailler à ce que les producteurs aient accès, un accès facile au crédit agricole, mais également pouvoir, en termes de risque agricole, pouvoir avoir des financements. Parce que pour 1 hectare de maïs, un producteur pourra assurer son champ à raison de 11 000 francs CFA par hectare. Et l'État va apporter sa subvention. Pour la deuxième ratification, il s'agit d'un prêt et d'un don pour le financement de la recherche. Avec 11 pays en compétition pour l'aide de la Banque mondiale, le Burkina s'en sort avec 4 centres d'excellence à financer. Le premier centre d'excellence, c'est celui de Dézieux. Nous avons un deuxième centre d'excellence qui est celui qui travaille sur les médicaments au niveau de Joseph Kizerbo. Nous avons le troisième qui est au niveau de Nazi Bouni pour travailler donc sur la biotechnologie et les maladies à transmission vectorielle. Et enfin le quatrième qui va travailler sur tout ce qui concerne la question donc de la réinstallation, des dédommagements des populations affectées par les projets. La troisième ratification porte sur la modernisation des paiements. De nouveaux instruments de paiement doivent réduire la circulation du cash au Burkina dans le domaine de la microfinance. C'est encore la Banque mondiale. Nous allons travailler à renforcer la capacité des institutions de microfinance pour qu'ils puissent mettre en place des plateformes qui permettent d'offrir des services financiers digitaux, notamment les portefeuilles électroniques, paiement mobile et tout ça, et qui permettent donc aux différents clients d'avoir un accès réduit au cash. La dernière loi, aussi votée à l'unanimité comme les précédentes, porte sur un appui budgétaire. Des prêts contractés avec la Banque mondiale à des taux insignifiants pour opérationnaliser l'assurance maladie universelle et réformer les impôts. Contrôle de l'authenticité des diplômes des agents de la fonction publique burkinabé. La reprise de l'opération est effective et le ministre de la fonction publique en a fait le constat ce matin à Ouagadougou. Rappelons que cette opération vise à identifier d'éventuels cas de faux diplômes et de garantir surtout une administration animée par des agents qualifiés. Paul David Bambara et celle Judith Aksorba. L'opération de contrôle de l'authenticité des diplômes des agents publics a repris le lundi 11 mai dernier à Ouagadougou après un mois de suspension pour raison de Covid-19. 3 jours après la reprise de ces activités, le ministre de la fonction publique se rend sur les différents sites d'opération pour voir les conditions de reprise. Première halte du l'immeuble Baoguin, c'est ici que se déroule la première phase de l'opération de contrôle des diplômes dont dispose la Direction générale des examens et concours. Des opérateurs de saisie ont été recrutés pour la circonstance. Les diplômes du CEP, du CAP, du BPC, du baccalauréat et ceux des universités datant de 1990 à nos jours sont concernés par cette opération. Il y a ce qu'on appelle les dossiers individuels numérisés pour chaque fonctionnaire. Donc ils vont dans ce dossier numérisé, ils prennent les informations des diplômes, nom, prénom, matricule, année, section. Tout ça sont enregistrés au niveau de la base de données. Le ministre de la fonction publique se rend ensuite à la Direction générale des examens et concours d'échecs
où se déroule la seconde phase. Donc une fois ces données saisies, nous les avons traitées et des listes par structure et par nature du diplôme ont été délivrées, ce qui nous permet maintenant de nous rendre dans les archives de ces structures en charge de la délivrance de ces diplômes-là pour effectivement confronter les informations qui ont été données par rapport à ce qui existe à la source même de la délivrance de ces diplômes-là. Pour un début, ce sont les diplômes du BEPC qui vont subir d'abord l'opération de contrôle de l'authenticité, après suivront les autres et même les diplômes obtenus à l'étranger. De 2004 en allant jusqu'au nos jours, on peut faire une vérification électronique des références liées au diplôme pour l'office du bac. Mais au niveau de la DGEC, en ce qui concerne les diplômes du BPC, il faut compter à partir de 2008 à nos jours pour pouvoir faire une vérification électronique. Donc pour les années antérieures à cette année-là, il faut pouvoir faire une vérification physique comme on le fait actuellement. Pour les diplômes qui viennent d'ailleurs, nous avons des diplômes principalement de la Côte d'Ivoire. Quand on prend la première phase, on a à peu près un peu plus de 1500 diplômes et plus de 1100 viennent de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes déjà en contact avec la Côte d'Ivoire via notre ambassade pour pouvoir y aller et faire une vérification physique de ces diplômes-là. Les diplômes qui s'avéreraient non conformes seront transmis à l'ASE-LC pour la suite de la procédure. Le ministre des Ressources animales, lui, est toujours en tournée dans la Boukou du Moun, une sortie pour constater l'état d'avancement des réalisations visant à soutenir les acteurs de l'élevage. Dans les 3 localités visitées, les réalisations comprennent une aire d'abattage, un poste vétérinaire et une retenue d'eau. Le point avec Samson Batsiono, Claude Ouedraogo et Karima Ouedraogo. Désormais, c'est un poste vétérinaire flambant neuf offert par Praps Burkina qui sert de cadre de travail pour les agents vétérinaires de Gassan. Ce nouveau cadre va permettre aux agents d'être dans de meilleures conditions de travail. C'est avec un réel plaisir que nous avons reçu ce bâtiment flambant neuf des mains du Praps. Ce bâtiment va nous permettre d'être plus proches de nos producteurs. Nous avons au total 11 parcs de vaccination qui sont répartis dans les 25 villages de la commune en question. Le responsable des ressources animales a aussi visité une aire d'abattage à Douroula dans la province du Mouhoun et le bouli de Pakongo dans le Yaba. Des réalisations dont le niveau d'exécution est satisfaisant dans l'ensemble. Je suis totalement satisfait, mais une satisfaction quand même mesurée, puisqu'il reste beaucoup à faire dans ces entreprises, dans ces travaux. Et je pense que l'un dans l'autre, si nous arrivons à suivre le contrôle, nous pourrons être dans le temps pour que nous puissions effectivement mettre à disposition des agriculteurs et des éleveurs toutes ces infrastructures-là. Il reste des choses à faire pour les parfaits. Nous allons les noter et les entreprises sont toujours sur le terrain. Les réceptions techniques n'ont pas encore eu lieu. Donc nous sommes toujours en train de poursuivre l'exécution de ces travaux. Ces 3 infrastructures ont coûté 114 millions de francs CFA. Pour la pérennisation de ces ouvrages, des comités de gestion ont été installés dans chaque village. La Boukou du Moun et précisément la vallée du Sourou est réputée pour sa grande production maraîchère. La tomate fait partie de cette production, mais cette année, le produit se fait rare. Le prix de la tomate a même triplé dans la vallée du Sourou et dans ces conditions, ce sont les producteurs qui se frottent les mains. Constat et explication avec Yves Rwamba et Karima Ouedraogo. De 4 000 francs CFA en janvier, la caisse de tomates de 70 kg a plus que triplé au mois de mai dans la vallée du Sourou, au grand bonheur des producteurs qui se frottent les mains. Ici, au marché de tomates de Niassan, pour obtenir la caisse de 70 kg actuellement, il faut débourser 12 500 francs CFA. Ce prix pourrait même grimper les jours à venir. 70 kg là, on vend ça actuellement à 12 500. De moment aussi, d'ici une semaine, ça va être 15 000. Ça va faire ça. C'est tout à fait normal parce que ce qui est rare est cher, dans la mesure où nous sommes en train de s'approcher de la saison des pluies. Alors que la récolte a commencé il y a très longtemps. Et comme la tomate est en train de s'éménuiser, voilà pourquoi le prix a grimpé. Mais cela, c'est au profit des bras producteurs. La production moyenne de tomates s'élève à 25 tonnes l'hectare dans les différents périmètres. C'est donc une des activités rentables dans la vallée du Sourou. Mais il faut noter que les difficultés demeurent. En janvier et février,
il est très difficile de pouvoir écouler la tomate. On peut gagner 2 millions comme ça. Dans la coopérative, on peut gagner 300 millions dans l'année. Il y a des moments qu'il y a pas de marché, mais il y a des moments aussi, ça va. Souvent, si les tomates là sortent vers Yako ou Iguela, pour nous ici, comme il n'y a pas bonne route là. La fin du calvaire n'est pas loin. Le tronçon Tougan-Vallée du Sourou est en chantier pour allier le goudron Tougan de Dougou, ce qui va faciliter l'écoulement de ces tomates vers Bobo, Ouaga et le Ghana, entre autres. Dans l'actualité également, ici à Ouagadougou, la Direction générale des impôts s'apprête à ouvrir une 3e direction des moyennes entreprises. L'événement est prévu pour ce 15 mai, mais en attendant, l'initiative est expliquée à la presse. La nouvelle structure aura entre autres missions de recouvrer et de contrôler les taxes et impôts des moyennes entreprises dans quelques zones de la région du centre. Les précisions avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissi. Dans moins de 24 heures, une nouvelle direction des moyennes entreprises de la région du centre verra le jour. Elle sera la 3e direction du genre et comme les 2 premières, elle vient pour faciliter les actions fiscales des moyennes entreprises. L'ouverture de la DME Centre 3 va ainsi permettre de décongestionner le portefeuille des 2 DME du centre, de réduire le temps de prise en charge des contribuables par les agents, de rapprocher davantage l'administration fiscale aux contribuables, d'améliorer les services aux contribuables et d'optimiser les recettes fiscales. La direction des moyennes entreprises 3 du centre ouvrira ses portes avec un portefeuille de 1300 contribuables provenant des 2 premières directions. Ce portefeuille s'étoffera au fil du temps avec les nouvelles créations et les transferts périodiques des contribuables entre unités de recouvrement. Cette nouvelle DME, la DME Centre 3, sera située, ou du moins est située, dans la partie nord de la capitale, plus précisément à Cambouensin, dans le secteur 38, au niveau de l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou. Elle est compétente sur les moyennes entreprises situées dans les arrondissements 2, 3, 4, 8 et 9 de la commune de Ouagadougou, ainsi que dans les communes rurales de Tanguenda, Souri et de Pabré. Actualité dans le milieu de la religion, c'est la dernière ligne droite pour les fidèles musulmans qui observent le jeûne depuis 3 semaines environ. La dizaine de jours restants constitue une période où les musulmans sont appelés à redoubler d'efforts afin de bénéficier des bienfaits de ce mois béni. Mais Covid-19 oblige, les musulmans passeront la dernière décade du jeûne avec des mesures restrictives comme le couvre-feu. Le dossier est signé Idrissa Traoré et Ali Traoré depuis Bobo-Dioulasso. Le mois de Ramadan est un mois bénéfique pour les musulmans. Durant cette période, les fidèles multiplient les bonnes actions pour pouvoir se rapprocher de leur Créateur. L'effort est encore plus grand lors des 10 derniers jours de ce mois. Le Ramadan est divisé en 3 décades. La première décade, Dieu réserve cela au pardon des péchés des croyants. La seconde décade, les 10 jours intermédiaires qui viennent, cela est réservé à la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire que Dieu accorde à ses serviteurs tout ce dont ils ont besoin pour la bonne vie ici-bas et pour le-delà. Et la 3e décade, les 10 derniers jours, pour ces jours-là, c'est plus spécial. Parce que pour ces 10 jours, Dieu réserve aux croyants l'élargissement. On a tantôt parlé du pardon des péchés. Quand Dieu dit qu'il a pardonné les péchés, mais n'empêche qu'au jour du jugement dernier, on exhibera vos péchés. Mais lorsque Dieu dit qu'il vous a élargi, c'est-à-dire qu'il a pardonné l'ensemble de vos péchés, il a effacé. Convaincu de ces propos, le musulman va alors redoubler d'efforts pour bénéficier des grâces de Dieu pendant ces 10 derniers jours qui débutent ce jeudi 14 mai. Les bienfaits de ce mois multiplient lorsqu'il tire vers sa fin. Mais le jeûne doit constituer le principal acte durant ce mois béni. En plus de cet aspect, on doit miser sur les autres actions pour nous rapprocher d'Allah. On doit effectuer des actes comme la prière, la lecture du Coran, l'aumône et j'en passe. Durant ces 10 dernières nuits, nous devons aussi rechercher celle du destin.
Cette nuit est meilleure que 1000 nuits ordinaires en adoration. Pour la recherche de cette nuit, les musulmans ont l'habitude d'investir les mosquées pour la prière nocturne. Mais cette année, avec le couvre-feu, il est demandé aux fidèles d'accomplir les actes d'adoration à domicile. Le respect de l'autorité est très important en islam. Écoutons également nos imams qui nous guident sur la bonne voie. Le couvre-feu a été instauré pour notre propre bien. On peut rester à la maison et bien accomplir la prière en famille. Quand on fait des nafils à la maison, on n'a plus de bénédiction quand on le fait à la mosquée. Il n'empêche qu'on l'aurait souhaité faire à la mosquée, puisque avec l'ambiance, cela donne de l'émulation aux uns aux autres. Il faudra alors créer cette émulation à domicile pour pouvoir mieux faire la prière et bénéficier des bienfaits de cette nuit du destin. On reparle du Covid-19 à l'international cette fois. La recherche d'un vaccin contre la maladie envenime davantage les relations entre les États-Unis et la Chine. Washington estime que Pékin tente de dérober les données de la recherche américaine sur un vaccin contre la maladie. La crise du coronavirus est loin d'apaiser les tensions entre les États-Unis et la Chine. Le FBI a accusé mercredi Pékin d'espionner les chercheurs américains qui tentent de mettre au point un vaccin, des traitements et de nouveaux tests de dépistage. Une campagne de calomnie, répond la Chine. Cela fait des semaines que Donald Trump accuse Pékin d'avoir dissimulé l'ampleur de la pandémie. Mais aux États-Unis, le président est lui aussi accusé d'avoir sous-estimé la crise. Mardi, le docteur Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses et principal conseiller de Donald Trump, avait mis en garde contre une réouverture trop précipitée du pays. Un point de désaccord entre les deux hommes. J'ai été surpris par sa réponse en fait, parce que pour moi ce n'est pas une réponse acceptable, surtout en ce qui concerne les écoles. Les États-Unis ont enregistré mercredi plus de 1800 morts en 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès dans le pays à plus de 84 000. Mais les États américains continuent de lever les mesures de confinement en ordre dispersé. Si une partie de la Virginie et du Maryland rouvriront graduellement dès vendredi, Washington a décidé de prolonger le confinement jusqu'à début juin. La maire de la capitale fédérale juge utile d'attendre une baisse des cas de contamination sur 2 semaines d'affilée pour envisager une réouverture, suivant ainsi les préconisations du gouvernement américain. À suivre à 21h, l'émission bilan du Coronaton. La clôture de cette initiative de l'Assemblée nationale est à suivre en direct sur nos antennes. Et le prochain journal, c'est à 23h dans une présentation de Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTB.